Revenons d'abord à Joseph Kabila. Il a dirigé pendant 18 ans. Il a géré beaucoup de crises sécuritaires au pays, notamment les RCD, le CNDP, et puis la mutinerie qui s'en est suivie pour qu'on arrive au M23. Comment il a géré toutes ces questions? Commençons par là. Le RCD d'abord, quand Kabila entre au pouvoir, comment il a géré d'abord la crise qu'il y avait au pays, qui, euh, qui est née de la FDL, en plus 4. Il accepte d'abord de diriger avec d'autres anciens rebelles, notamment euh, Azarias Urberoa, Jean-Pierre Bemba et Rodia Dombas et tous les autres, et Arthur Zaïd Ngoma. Décryptage sur Kivu Morning Post. Toujours la vérité. Il y a eu un développement important de l'actualité pour ce week-end. Les prises de position de Félix et Joseph Kabila aujourd'hui nous poussent à faire cette émission pour analyser de près ce que pensent les autorités de la République démocratique du Congo par rapport à cette guerre que nous sommes en train de vivre à l'est de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi a pris ce courage de rencontrer les membres de l'Union sacrée pour discuter de ces prises de position et des positions qui doivent être prises en cette période par sa famille politique. On en parle dans cette émission de cryptage. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, bon début de semaine à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. En résumé, on va noter 3 points de la rencontre de Félix Tshisekedi et sa famille politique. Je parle ici de l'Union sacrée. Pas de dialogue avec le 23, affirme Félix Tshisekedi. Il mettra en place un gouvernement d'unité nationale et ces changements du directoire de l'Union sacrée. Commençons par les derniers points. Est-ce que les dirigeants de l'Union sacrée n'ont pas permis ou n'ont pas aidé Félix Antoine Tshisekedi quand il dit devant Hmm. sa famille politique qu'il va changer quand même cette direction? Je pense que par rapport aux attentes du peuple congolais, ça c'est un non-événement de tous les points que vous venez d'évoquer parce que je ne sais pas un seul Congolais Ils ont qui a dirigé, besoin de... ils sont quand même à la tête de ces pays, dans J'y des viens. Oui, institutions. oui, janvier, je ne sais pas s'il y a un seul Congolais qui a besoin de voir à la tête de l'Union sacrée une autre personne que Augustin Kabouya ou qui est coordonnateur de l'Union sacrée ou je ne sais pas voir Vital Kamerhe être remplacé. Ça, ce n'est pas vraiment un besoin ressenti par le peuple congolais aujourd'hui. Par contre, comme on venait de le dire, les animateurs de l'Union sacrée, les membres du Présidium sont à la tête des institutions. Commençons par Vital Kamerhe. Il est membre du Présidium et il est le président de l'Assemblée nationale. Membre Du président, Présidium oui, j'ai dit président de l'Assemblée national nationale d'abord. parce qu'il représente également la famille politique de Félix. Il n'y a pas de Et il est là rapport. sous la volonté du chef de Nous l'État. devons dire, Blaise, qu'il n'y a pas de rapport entre les présidiums de l'Union sacrée directement et la présidence de l'Assemblée nationale. Là, il dirige une institution légale, légalement établie, mais l'Union sacrée, c'est une plateforme politique qui n'est pas, en tout cas, légale. Qui n'est pas légale. C'est une plateforme politique autour du président Félix Tshisekedi, mais qui n'a rien à voir avec les institutions du pays. Il y a Sama Lukonde qui est président du Sénat, Augustin Kabouya qui est président ad interim de l'UDPS, il y a Christophe Mbosso qui est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Bati Lukwebo également, deuxième vice-président du Sénat, il y a Jean-Pierre Bemba qui est vice-premier ministre, ministre des Transports et voies de communication. Aujourd'hui, dire qu'on va changer, imaginez, si on changeait le Vital Kamerhe par quelqu'un d'autre qui n'est pas dans les institutions, qu'est-ce que cela va changer sur le cours des événements au pays? Si on changeait, par exemple, le Bati Lukwebo, on le remplaçait par quelqu'un qui est aussi ministre ou qui ne l'est pas, est-ce que ça va changer quelque chose sur le cours des événements à RDC? Je pense non. C'est pourquoi je me disais qu'on ne peut pas beaucoup plus s'atteler sur ce point-là parce que aujourd'hui, ce discours du président vient d'ouvrir d'ailleurs une brèche au niveau de l'Union sacrée, laquelle voudrait que Vital Kamerhe soit remplacé au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là où il y a cette confusion-là. Vital Kamerhe comme membre du Présidium et Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale qui a été élu par des députés nationaux. Mais à la tête du Présidium, il n'a pas été élu par... Je vais revenir à ma question et Voilà. j'aimerais avoir une réponse. Est-ce que ces présidiums de l'Union sacrée, aujourd'hui également qui dirigent les institutions, n'ont pas aidé
ces gens n'ont pas aidé Félix à faire face à cette guerre? La RDC, c'est un pays qui est dirigé, qui a un président de la République, qui a un gouvernement établi par le président. À sa tête, Judith Suminwa, c'est un pays qui a des ministres, qui a un ministre de la Défense. Donc, c'est au gouvernement de répondre. Quand ça ne va pas, ce n'est pas au président de l'Union sacrée. Selon, en tout cas, les faits et selon les évidences. Moi, je pense qu'on pouvait peut-être dire quel est le bilan du gouvernement Soumina jusque-là. On est à 9 mois. Quel est le bilan du nouveau ministre de la Défense? Quel est le bilan peut-être des députés aussi? J'espère pourtant ma question était claire. Je vais poser une autre question, surtout par rapport au deuxième point. Aujourd'hui, la nécessité d'un gouvernement d'unité nationale, est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui? Est-ce que ce gouvernement que nous avons, parce que vous commencez déjà à parler de Souminois et son gouvernement, le chef de l'État veut mettre en place un gouvernement d'unité nationale. Le gouvernement que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'il ne répond pas aux aspirations du peuple? C'est là la question, monsieur Blaise. C'est la question que tous les Congolais se posent aujourd'hui. Changer la direction du présidium, je ne sais pas, de l'Union sacrée, ce n'est pas une question en tout cas essentielle pour les Congolais. La question essentielle, c'est de savoir est-ce que le gouvernement souminois a défailli? Est-ce que c'est un gouvernement qui ne répond pas aux aspirations du peuple congolais? Est-ce que les différents ministres sectoriels, notamment celui de la Défense, ne répondent pas aux besoins criants des Congolais, qui est la restauration de la sécurité sur l'ensemble du pays, notamment au nord Kivu, au sud Kivu, dans l'est de la RDC? Ça, c'est là où il y a la question principale aujourd'hui. Si on est tous d'accord que le gouvernement ne répond pas aux aspirations du Congolais aujourd'hui, voilà, on est d'accord qu'on puisse changer ces animateurs ou la politique gouvernementale, mais qu'on mette de côté en tout cas la question du président, parce que ça n'engage que la famille politique du président Félix Tshisekedi. D'ailleurs, il y a des députés comme Irachan Gracien qui voudraient que le président rencontre tous les députés, même ceux de l'opposition, qu'il rencontre tous les acteurs politiques pour qu'on parle RDC, qu'on ne parle pas de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, vous donnez raison à ceux qui pensaient qu'il fallait peut-être associer tout le monde en s'attelant sur des questions de l'Union sacrée. On doit s'atteler sur des questions d'intérêt général du peuple congolais. Aujourd'hui, c'est la sécurité. Mettre fin à l'insécurité dans l'Est de la RDC. Et donc, s'il faut changer les animateurs du gouvernement parce qu'il y a des faillances à un moment donné, changer le ministre de la Défense parce qu'il y a des revers sans précédent subis par les FARDC dans l'est du pays, là, le peuple congolais est d'accord. Il faut faire attention avec les politiciens. Je parle ici d'un aspect. Oui. Mobutu, lorsqu'il voulait être renversé, il a pensé au gouvernement de cohésion nationale. Il a invité les acteurs politiques sur une même table et les acteurs politiques sont venus avec le projet de société de leur parti politique. Rappelez-vous de... Kabila aussi, Joseph. Rappelez-vous de ces... Il a changé le gouvernement à plusieurs reprises. Bruno Tshibala Nzenze, Sami Badi Banga. Rappelez-vous pour Mobutu les discours où il a versé les larmes. Il a déclaré le multipartisme. Le parti politique sont nés directement dans ces assises. Donc, Félix-Antoine Tshisekedi devra aussi faire attention lorsque il veut faire confiance à son entourage. Déjà, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est le résultat de ce que lui-même a appelé la trahison au sein de l'armée et au sein de son entourage, en félicitant certains ministres. Un dialogue, Félix n'est pas favorable jusque-là toujours pour un dialogue. Mais Kabila est revenu, c'était toujours le week-end. On va faire une liaison entre ces deux aspects. Pas de dialogue pour Félix-Antoine Tshisekedi. Sa famille politique le sait déjà. Kabila qui revient pour dire que la 23, c'est un problème congolais et on doit se mettre autour d'une même table. Là, je suis en train de dire ce que j'ai compris de ce qu'il a dit. Il a quand même géré pendant 18 ans. Pourquoi ne pas se rabaisser à cette sagesse de Kabila et aujourd'hui ouvrir des voies au dialogue? Avant de parler de ce point-là, je vais un peu revenir en arrière. On ne peut pas parler d'un gouvernement de cohésion nationale quand on met de côté l'opposition, quand on met de côté les confessions religieuses. Parce qu'aujourd'hui, le positionnement de Félix Tshisekedi est opposé à celui des églises au pays, notamment l'église catholique et l'ECC. L'église catholique conseille au président de mettre de côté peut-être les égos politiques et dialoguer avec le M23. Le président refuse catégoriquement. L'opposition demande la démission de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Vous le savez très bien, même si ce n'est pas le moment approprié pour l'opposition de demander sa démission, mais l'opposition demande la démission de Félix Tshisekedi. Alors, comment
Félix Tshisekedi va former un gouvernement avec une opposition qui demande sa démission. Comment Félix Tshisekedi va associer des confessions religieuses qui lui demandent de parler avec le M23? Donc le pays est divisé. Moi, je pense que le président devait d'abord commencer par réunifier le pays avant d'aller dans une formation de notre gouvernement, parce qu'on risque de mettre sur une table en face Félix Tshisekedi Constant Moutamba comme chef de file de l'opposition, alors qu'il est au gouvernement. On risque de penser aujourd'hui que ce sont les raisons pour lesquelles Jean-Marc Kaboun a bénéficié d'une grâce présidentielle pour qu'il vienne aujourd'hui jouer un rôle important au sein de l'opposition. Et on ne voudrait pas en arriver là, parce que si on formait un gouvernement de cohésion nationale sans les principaux opposants aujourd'hui, et là nous commençons par Joseph Kabila. Revenons à ma question. Nous commençons par Joseph Kabila. Voilà, j'en viens. Revenons à ma question, à ma préoccupation. Pour la seule guerre dit M23 à l'Est, 18 ans au pouvoir, sa position contraire à celui qui vient de faire, il y a quelques années, 6 ans à la tête du pays. Est-ce qu'il faut un dialogue? Est-ce qu'il ne faut pas un dialogue? Pourquoi Kabila revient aujourd'hui? Moi, je voudrais qu'on invite les sensationnels Blaise et qu'on éclaire la lanterne de ceux qui nous suivent aujourd'hui. Revenons d'abord à Joseph Kabila. Il a dirigé pendant 18 ans. Il a géré beaucoup de crises sécuritaires au pays, notamment les RCD, le CNDP, et puis la mutinerie qui s'en est suivie pour qu'on arrive au M23. Comment il a géré toutes ces questions? Commençons par là. Le RCD d'abord, quand Kabila entre au pouvoir, comment il a géré d'abord la crise qu'il y avait au pays, qui est née de la FDL, en plus 4. Il accepte d'abord de diriger avec d'autres anciens rebelles, notamment Azarias Urberoa, Jean-Pierre Bemba et Rodian Dombas et tous les autres, et Arthur Zaïd Ngoma. Après, on arrive à un référendum, le pays est doté de sa constitution, puis après nous partons aux élections, que le maire gagne, Kabila remporte les élections. Après, il y a des frustrations. Le CNDP, après, comment il a géré la question du CNDP en 2009, il y a des accords qui ont été signés. Et dans ces accords, il devrait intégrer les officiers du CNDP qui s'étaient rebellés contre son régime au sein de l'armée. Chose qui a été faite. Comment Kabila a géré toutes ces questions? C'est à l'interne. Bien sûr qu'il y avait l'implication des organisations sous-régionales et des dirigeants des pays de l'Est, surtout de l'Afrique ou même de la SADC, mais c'était des questions qui mettaient les Congolais autour d'une même table. Parce que Kabila, lui, a toujours compris la question du CNDP et aujourd'hui du M23 comme un problème des Congolais. C'est pourquoi il y a eu même ce que nous appelons aujourd'hui des brassages, les mixages et tout. Malheureusement, il y a eu des frustrations. Il y a des officiers au sein du CNDP qui se disaient, qui voulaient rester dans la région du Nord Kivu, qui ne voulaient pas de mutation parce qu'ils déclaraient être à la protection de leur communauté qui, selon eux, était marginalisée. Et quand on voulait les muter, ils ont refusé. Il y a eu de frustration à l'interne du CNDP. Certains se sont sentis trahis par d'autres qui s'est retrouvés avec le pouvoir. Et à la création du M23, il y a eu des revendications politiques après qui ont suivi. Joseph Kabila, quand le M23 prend Goma le 20 novembre 2012, il a accepté, même si à l'époque, les FARDC étaient montés en puissance avec la brigade de Mamadou et la FIB de la MONUSCO, quand même, les FARDC étaient arrivés à déloger le M23 de plusieurs entités au Nord Kivu. Mais Kabila s'est dit, ça c'est une question qu'il faut gérer parce qu'il y aura des conséquences à long terme. Il a accepté encore de dialoguer avec le M23 10 jours après la prise de Goma. Il a accepté qu'il y ait un dialogue à Kampala et puis à Nairobi pour gérer cette question et trouver une solution qui lui semblait durable. Et dans la gestion de la question ou du problème du M23, Kabila n'avait jamais sorti certains concepts, comme aujourd'hui ça se parle, l'agression rwandaise, le mouvement terroriste, ou aujourd'hui des patins, vous voyez un peu. Et c'est pourquoi Kabila, lui, il pense qu'aujourd'hui, la question peut encore se gérer à l'interne afin de trouver des solutions, parce que lui, il pense que
ce sont des revendications qui racontent les aspirations de Congolais. Il ne parle pas de tous les Congolais, de certains Congolais qui se sont sentis lésés avant d'aller prendre les armes pour se révolter. Parce qu'il s'agit d'une révolution. Parce qu'il y a plusieurs concepts qu'on utilise aujourd'hui, mais il y a une révolution J'espère qu'on va finir. sur le sol congolais. Alors, pour finir, Blaise, moi, je ne vais pas aller dans les détails de Kabila. Je voulais juste rappeler l'histoire, ce qui s'était passé. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi estime que après tous les accords qu'on avait signés entre Kabila et le M23, il n'y a pas eu de solution. Les mêmes revendications reviennent. Alors lui, il voudrait en finir une bonne fois pour toutes. Il ne voudrait plus que l'histoire se répète. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne veut plus dialoguer avec le M23. Il veut parler avec le Rwanda parce qu'il estime que c'est le Rwanda qui est derrière. C'est le Rwanda le parrain, comme d'ailleurs le reconnaît aujourd'hui les Nations Unies, les États-Unis et plusieurs puissances comme la France. Il pense qu'il est sur une bonne voie diplomatique pour trouver une solution durable, pour que le M23 se retire définitivement du sol congolais. Mais le M23 aussi revient en posant la question de savoir nous allons où. Nous nous retirons pour aller où nous sommes, des Congolais. Kabila, lui, il pense qu'ils sont des Congolais et qu'il faut trouver une solution entre Congolais. C'est ce que pensent aussi certains Congolais comme les évêques au sein de la 5e de l'SCC. C'est maintenant au pouvoir actuel de voir et de trancher. Nous ne sommes que des journalistes pour relayer, pour rapporter ce qui s'est dit par toutes les parties. Je ne donnerai pas mon point de vue par rapport à tout ce qui s'est dit. Je pense que Kabila, lui, il estime qu'il faut dialoguer, c'est un problème congolais, alors que Tshisekedi, lui, il pense que qu'il faut c'est un parler problème directement avec le Rwanda. Okay. Maintenant, c'est à Tshisekedi de voir, est-ce qu'au stade actuel, s'il n'y a pas de dialogue, nous allons trouver une victoire uniquement sur le plan diplomatique et politique, ou il faudrait une autre montée en puissance des FARDC pour déloger des forces de M23. Est-ce que ça sera impossible et il faut coûte que coûte dialoguer? C'est maintenant à lui de voir, c'est maintenant à M23 de voir aussi comment alléger un peu la tâche à la partie en face pour qu'on trouve une solution durable et que la misère du Congo de l'Est puisse cesser. Fin de cette émission Décryptage. Merci à vous de l'avoir suivi. Aimons ces Congo, nous n'avons que ces pays. Portez-vous bien.